Je m'appelle Hélène et à 32 ans, je pensais m'être préparée à tout ce que ma famille pourrait dire sur mes cicatrices. La fête d'anniversaire annuelle de ma mère, Marguerite, aurait dû n'être qu'une autre réunion de famille tendue. J'ajustais nerveusement ma robe à manches courtes, exposant les marques de brûlures qui traçaient de mes bras comme des cartes routières. Puis je l'ai vu à l'autre bout de la pièce, le général à la retraite, ses yeux fixés sur le tatouage fané qui apparaissait à travers mes cicatrices. Je ne m'attendais pas à ce que ce qui allait suivre change tout. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour suivre mon parcours de la honte à l'acceptation. Il y a 10 ans, ma vie était complètement différente. À 22 ans, je ne planifiais pas de dîner mondain et je ne m'inquiétais pas des drames familiaux. Je servais mon pays au sein d'une unité de sauvetage d'élite. Notre équipe est spécialisée dans les missions d'exfiltration, en particulier dans les environnements hostiles où les forces conventionnelles avaient du mal à opérer. Ce n'était pas le cheminement de carrière que mes parents avaient envisagé pour leur fille, mais j'avais trouvé ma vocation dans la discipline structurée et le sens du devoir de la vie militaire. Mon unité était soudée, une nécessité quand vos vies dépendent les unes des autres au quotidien. Sarah est devenue ma plus proche amie pendant l'entraînement de base. Nous étions opposés à bien des égards. Elle était extravertie et prompte à rire, tandis que j'avais tendance au calcul sérieux, mais nous nous équilibrions parfaitement sur le terrain. C'est Sarah qui m'a convaincue de me faire tatouer le symbole de l'unité, un phénix stylisé sur le haut de mon bras droit. Pour la renaissance après le feu, avait-elle dit. Elle ne savait pas à quel point ces mots deviendraient prophétiques. Notre officier commandant, le lieutenant Isabelle Mercier, dirigeait l'unité la plus dure de la division, mais elle gagnait notre loyauté indéfectible par son équité et sa volonté d'affronter chaque danger à nos côtés. Sous sa direction, notre équipe a mené à bien 17 exfiltrations réussies au cours de mes 18 premiers mois de service. Nous étions connus comme l'équipe à appeler lorsqu'une situation semblait impossible. La mission qui a tout changé est arrivée au cours de ma 3e année de service. Les renseignements avaient identifié 3 travailleurs humanitaires retenus dans un complexe près de la frontière. Ce qui aurait dû être une opération d'extraction standard s'est rapidement détérioré lorsque nos renseignements se sont avérés dangereusement obsolètes. Le bâtiment avait été converti pour stocker du carburant et des munitions, un fait que nous n'avons découvert qu'après avoir franchi le périmètre. La fusillade fut intense mais brève. Nous avons localisé les otages, les avons sécurisés et exécutions notre stratégie de sortie lorsque la première explosion a secoué le complexe. Je me souviens de la chaleur avant toute autre chose. Un mur de chaleur qui a semblé consumer tout l'oxygène en un instant. Le lieutenant Mercier et Sarah guidaient les otages vers le point d'extraction. 2 autres membres de l'équipe, Bruno et Alexandre, assuraient la couverture. Je fermais la marche quand j'ai vu les charges secondaires. Tout le mur était piégé pour exploser et mon équipe se trouvait directement dans la zone de déflagration. Je me souviens d'avoir crié un avertissement, mais ils n'avaient pas le temps de dégager la zone. L'entraînement a pris le dessus. J'ai sprinté vers l'avant, poussant physiquement Sarah, le lieutenant Mercier et l'un des otages à travers le couloir de sortie avant de plaquer Bruno et Alexandre derrière une barrière en béton. L'explosion qui a suivi a consumé le bâtiment en quelques secondes. La chaleur était indescriptible, comme être à l'intérieur du soleil lui-même. J'ai utilisé mon corps pour protéger mes coéquipiers du pire. Sentant mon uniforme fondre sur ma peau, la douleur dépassait l'entendement, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai gardé conscience assez longtemps pour m'assurer que tout le monde atteignait le point d'extraction. Les 3 semaines suivantes se sont passées dans un brouillard de chirurgie et d'analgésiques à l'hôpital militaire de Percy. 45% de mon corps avait subi des brûlures au 3e degré, principalement concentrées sur mon dos, mes bras et le côté gauche de mon visage. L'équipe médicale a fait des miracles pour me maintenir en vie pendant ces premiers jours critiques, mais ils ne pouvaient pas cacher la vérité. Mes blessures mettraient fin à ma carrière militaire. Le processus de rééducation a été atroce. Chaque jour apportait de nouveaux défis, des changements de pansement qui me laissaient en sanglots, des séances de kinésithérapie qui me poussait aux limites de l'endurance et l'acceptation lente et agonisante que mon corps ne serait plus jamais le même. Les cicatrices psychologiques
étaient tout aussi profondes que les physiques. La première fois que j'ai vu mon reflet, je n'ai pas reconnu la personne qui me regardait. À travers tout cela, mon unité fitness est restée à mes côtés. Sarah me rendait visite quotidiennement, apportant des nouvelles du terrain et refusant de me traiter différemment. Le lieutenant Mercier a mené des batailles bureaucratiques pour s'assurer que je reçoive les meilleurs soins. Même Bruno et Alexandre, encore en convalescence de leurs propres blessures, prenaient le temps de s'asseoir avec moi pendant les heures les plus sombres. Lorsque les médecins m'ont enfin autorisé à sortir, j'ai fait face à une réalité terrifiante. Retourner à la vie civile avec un corps fondamentalement changé. L'armée avait été mon identité, mon but et ma famille. Sans elle, je me sentais à la dérive. Le tatouage de l'unité, maintenant étiré et cicatrisé sur le haut de mon bras, servait de rappel quotidien à la fois de ce que j'avais perdu et de ce que j'avais sauvé. L'armée m'a décerné la Croix de la valeur militaire, une cérémonie à laquelle j'ai assisté enveloppée dans des manches longues, malgré la chaleur de l'été. Mes officiers supérieurs ont parlé d'héroïsme et de sacrifice, mais j'avais du mal à concilier leurs paroles avec la douleur constante et les regards qui étaient devenus ma réalité quotidienne. Je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais comme une victime, apprenant à naviguer dans un monde qui semblait soudainement conçu pour souligner tout ce que j'avais perdu. Après ma réforme médicale, j'ai passé des mois dans l'isolement, évitant les miroirs et le contact humain. La douleur physique a fini par s'atténuer à un niveau gérable, mais le sentiment de décalage n'a fait que croître. Mon identité avait été brisée en même temps que ma peau, et je n'avais aucun plan pour reconstruire l'une ou l'autre. C'est Sarah qui m'a finalement sortie de cette période sombre. Elle s'est présentée à l'improviste à mon appartement un jour, a fait un sac pour moi et a annoncé que nous allions à une retraite pour les vétérans blessés dans les Alpes. « Tes cicatrices raconteront une histoire », m'a-t-elle dit pendant le trajet. Mais elles ne racontent pas toute ton histoire, et elles ne vont certainement pas écrire ta fin. Se réintégrer dans la vie civile s'est avéré être une toute autre bataille. L'environnement structuré du service militaire avait fourni des objectifs clairs et un but défini. Soudainement, j'étais responsable de créer du sens dans un monde qui semblait à la fois trop rapide et trop vide. Des tâches simples devenaient compliquées à cause de mes blessures. Faire les courses signifiait endurer les regards des enfants curieux et des adultes mal à l'aise. Les entretiens d'embauche se terminaient souvent maladroitement lorsque les employeurs potentiels avaient du mal à maintenir un contact visuel. Après des mois de faux départ, j'ai trouvé ma place en tant qu'instructrice de survie dans un centre d'éducation en plein air à 3 heures de ma ville natale. Le poste jouait sur mes points forts. Leadership, calme sous pression et connaissance intime de la rapidité avec laquelle les situations peuvent se détériorer. Plus important encore, mon employeur valorisait ses qualités au-dessus de mon apparence. Dans la nature, la compétence comptait plus que la beauté conventionnelle. Mes étudiants allaient des cadres d'entreprise renforçant leur esprit d'équipe aux gens ordinaires, voulant se sentir plus autonomes. Leur apprendre à construire des abris, allumer des feux et naviguer en utilisant des indicateurs naturels m'a donné un sens du but qui me manquait. Quand les gens me regardaient dans les bois, ils voyaient une experte, pas une victime. Les brûlures devenaient secondaires par rapport aux connaissances que je possédais. Retourner vers ma famille s'est avéré bien plus difficile que de trouver un nouvel emploi. Je ne les avais pas vus pendant mon hospitalisation, en partie à cause de l'éloignement de l'hôpital militaire, mais surtout parce que j'avais demandé de l'intimité pendant ces mois vulnérables. Mes parents, Richard et Marguerite, avaient toujours priorisé les apparences et le statut social. En grandissant, nos photos de famille semblaient être parfaites. Nos réunions de fête méticuleusement mises en scène. L'imperfection n'était pas tolérée, simplement dissimulée. Ma première visite à la maison après la blessure a eu lieu 4 mois après ma sortie. J'avais appelé à l'avance pour expliquer mon apparence changée en termes cliniques, espérant les préparer. Rien n'aurait pu me préparer au regard sur le visage de ma mère lorsqu'elle a ouvert la porte. Elle a essayé de cacher son choc, mais le geste rapide de sa main vers sa gorge a trahi sa véritable réaction. « Oh, Hélène !» avait-elle chuchoté, les yeux écarquillés. « Je ne réalisais pas que c'était si étendu. » Mon père avait été plus direct. « Les médecins ont-ils discuté des options esthétiques ?» a-t-il demandé dans les 10 premières minutes. Comme si mes cicatrices étaient un inconvénient temporaire plutôt que des rappels permanents de survie.
La réaction de ma sœur cadette Nathalie a été la plus blessante. Toujours la beauté de la famille, elle avait construit son identité autour de son apparence, travaillant comme consultante en beauté et épousant Thomas, un homme d'affaires prospère qui valorisait le statut autant qu'elle. Lorsqu'elle m'a rendu visite plus tard cette semaine-là, elle a gardé une distance prudente, comme si ma condition pouvait être contagieuse d'une manière ou d'une autre. « Tu devrais essayer ce nouveau correcteur », a-t-elle suggéré, sortant un tube de son sac à main de créateur. La couvrance est incroyable pour la décoloration. Aucune quantité de maquillage ne pouvait dissimuler 45% de brûlure, mais sa suggestion révélait à quel point elle voulait désespérément effacer la preuve de mon traumatisme. Dans sa vision du monde, l'imperfection visible était tout simplement inacceptable. Au cours des 2 années suivantes, notre relation s'est encore détériorée. Les invitations aux réunions de famille venaient toujours avec des suggestions subtiles sur la tenue appropriée. Il fera chaud, mais le lieu a une excellente climatisation si tu veux porter quelque chose de plus couvrant. J'ai commencé à décliner plus souvent qu'à accepter, incapable de faire face au rappel constant que ma présence mettait ma famille mal à l'aise. Mes parents n'ont jamais posé de questions directes sur les circonstances de ma blessure. Ils y faisaient référence vaguement comme l'accident ou ton temps à l'étranger, comme si, en ne le nommant pas, ils pouvaient en minimiser l'importance. Lorsque des amis ou des connaissances s'enquéraient, ma mère changeait rapidement de sujet ou offrait l'explication la plus brève possible avant d'orienter la conversation vers des sujets plus sûrs. La distance entre nous grandissait, géographiquement et émotionnellement. J'ai construit une nouvelle vie au centre de plein air, entourée de collègues qui valorisaient la résilience et l'authenticité. Je sortais occasionnellement, apprenant à reconnaître rapidement quels hommes pouvaient voir au-delà de l'extérieur cicatrisé pour voir la personne en dessous. Ma confiance s'est lentement reconstruite, non pas malgré mes cicatrices, mais à cause de ce qu'elles représentaient, la survie contre des chances impossibles. Puis vint l'invitation pour le 60e anniversaire de ma mère, une soirée formelle au cercle privé de mes parents, le genre d'événement que j'évitais depuis des années. Mon premier réflexe a été d'envoyer un cadeau et mes excuses. Mais quelque chose m'a arrêtée. Peut-être était-ce le travail continu que je faisais avec une thérapeute spécialisée dans le rétablissement post-traumatique. Peut-être était-ce simplement l'épuisement de maintenir les murs émotionnels que j'avais construits. « Vous n'avez rien dont vous devriez avoir honte », m'a rappelé le Dr. Parker lors de notre séance cette semaine-là. Vos cicatrices sont la preuve de votre courage. La question est de savoir si votre famille est prête à voir cette vérité. L'invitation était restée sur mon comptoir pendant 3 jours avant que je ne réponde finalement par un simple oui. J'ai hâte d'y être. La réponse de ma mère est arrivée rapidement. Un message exprimant sa joie de ma présence, suivi d'un rappel sur le code vestimentaire et une suggestion pas si subtile sur une boutique spécialisée dans les solutions de mode adaptées. J'ai acheté une robe simple mais élégante pour l'occasion, sans manches, avec un col rond qui ne faisait aucune concession pour cacher mes cicatrices. Si je devais y assister, je le ferais de manière authentique. La femme que j'étais devenue méritait ce respect, même si ma famille avait du mal à le donner. Le trajet vers ma ville natale donnait l'impression de voyager dans le temps. Chaque kilomètre ramenait des souvenirs de la personne que j'avais été avant, ambitieuse, perfectionniste, désireuse de plaire. Je reconnaissais à peine cette version de moi-même. La femme qui conduisait vers une confrontation inévitable avait appris à la dure que la vie n'offre aucune garantie de sécurité ou d'équité, seulement des opportunités de faire preuve de caractère en réponse aux circonstances. Je me suis installée à l'hôtel plutôt que de rester chez mes parents, une autre limite que j'avais appris à établir. La veille de la fête, je me suis tenue devant le miroir de ma chambre d'hôtel, me regardant vraiment. Les cicatrices s'étaient même quelque peu estompées au fil des ans, passant d'un rouge vif à un blanc argenté par endroits. Elles ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles étaient devenues une partie de ma topographie, autant une partie de moi que mes yeux verts, ou la poussière de taches de rousseur sur mon nez qui avait d'une manière ou d'une autre survécu au feu. « Tu as survécu », ai-je dit à mon reflet. « C'est suffisant. » La célébration d'anniversaire de ma mère était exactement comme je l'avais prévu, élégante, excessive et conçue pour un impact social maximal. La salle de bal du cercle privé avait été transformée avec des arrangements floraux élaborés, des lustres en cristal et des tables drapées de nappes qui correspondaient précisément au bleu pâle des invitations personnalisées. Chaque détail criait une organisation minutieuse et une conscience du statut.
Je suis arrivée 20 minutes après l'heure de début indiquée, ayant appris il y a longtemps qu'être la première invitée aux fonctions familiales ne faisait que prolonger le malaise. La salle était déjà à moitié pleine. Des visages familiers de mon enfance se mêlant aux associés d'affaires de mes parents et à leurs amis du club. J'ai reconnu le rire distinct de mon père avant de le repérer à l'autre bout de la pièce, tenant la cour avec plusieurs hommes en costume bleu marine presque identiques. La première personne à remarquer mon arrivée fut ma tante Viviane, la sœur de mon père. À son crédit, elle s'est approchée directement de moi, les bras tendus pour une étreinte. « Hélène, cela fait bien trop longtemps », a-t-elle dit. Son sourire sincère, bien qu'un peu incertain, son regard papillonnant brièvement sur mes bras exposés avant de revenir à mon visage. « La vie au grand air doit te réussir. Tu as l'air forte. »« Merci, tante Viviane. C'est bon de te voir aussi. » J'ai accepté son étreinte, notant comment elle se positionnait soigneusement pour éviter de presser contre mon côté gauche, où les cicatrices étaient les plus étendues. Le schéma s'est répété alors que je traversais la pièce. Des gens que je connaissais depuis toujours m'accueillaient avec divers degrés de malaise. Certains fixaient ouvertement, la curiosité l'emportant sur les bonnes manières. D'autres maintenaient résolument le contact visuel, comme si regarder ailleurs pourrait reconnaître ce qu'ils essayaient si fort d'ignorer. Les amorces de conversation incluaient des variations de « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» mais jamais de questions directes sur mon service militaire ou mes blessures. Ma mère m'a repéré de l'autre côté de la pièce, son sourire se figeant momentanément avant qu'elle ne se compose et ne glisse vers moi. Marguerite avait toujours été belle au sens classique, et approcher les 60 ans n'avait guère diminué cette beauté. Ses cheveux étaient parfaitement colorés et coiffés. Son maquillage impeccable, sa robe de créateur ajustée comme si elle avait été créée spécifiquement pour sa silhouette. « Hélène, chérie, tu es venue. » Elle a fait la bise près de ma joue droite, le côté non marqué. Je commençais à m'inquiéter que tu aies pu avoir des problèmes de voiture. « Pas de problème, maman. Joyeux anniversaire. » Je lui ai tendu un petit paquet soigneusement emballé contenant une boussole artisanale que j'avais commandée à un artisan près du centre de plein air. Le symbolisme semblait approprié, quelque chose pour aider à trouver la direction quand les chemins semblaient flous. « Quelle attention !» a-t-elle murmuré, l'ajoutant à une table débordant déjà de cadeaux. « As-tu déjà vu ta sœur ?» Elle et Thomas viennent de rentrer de Toscane la semaine dernière. La villa qu'ils ont louée était absolument magnifique. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu, verre à la main et sourire professionnel en place. Richard avait bâti son cabinet d'avocat sur la projection d'une confiance absolue, quelles que soient les circonstances. Cette même expression se fixait maintenant sur son visage alors qu'il évaluait mon apparence. « Hélène, content que tu aies pu venir. » Il s'est penché pour une brève étreinte, sentant l'eau de Cologne coûteuse et le scotch. Se reculant, il a froncé légèrement les sourcils. « Je pensais que tu porterais cette jolie veste bleue que tu avais à Noël il y a 2 ans. Il fait plutôt frais ici avec la climatisation. » La suggestion était transparente. « Couvre-toi. Mets tout le monde plus à l'aise en cachant la preuve de ton traumatisme. »« Je suis parfaitement à l'aise, papa, » ai-je répondu d'un ton égal. « La température me convient très bien. » Sa mâchoire s'est serrée presque imperceptiblement. « Eh bien, ta mère a des gens qu'elle aimerait te présenter. Des amis de fac à elle en visite de Lyon. » L'introduction était clairement conçue pour me rediriger vers un territoire social plus sûr, loin des invités qui pourraient poser des questions inconfortables sur sa fille cicatrisée. Je me suis laissé guider vers un groupe de femmes de l'âge de ma mère qui souriaient poliment et posaient des questions génériques sur mon travail, évitant soigneusement toute mention de ma carrière précédente ou de mon apparence actuelle. La véritable confrontation a eu lieu 90 minutes après le début de la fête, juste au moment où le dîner allait être servi. J'avais réussi à naviguer l'heure du cocktail sans incident majeur, déviant les questions intrusives et ignorant les commentaires chuchotés non destinés à mes oreilles. Je me dirigeais vers ma table assignée quand Nathalie m'a interceptée, son sourire crispé et ses yeux froids. Ma sœur avait toujours été le caméléon de la famille, s'adaptant parfaitement à toute situation sociale. Ce soir, elle portait une robe de créateur qui soulignait sa silhouette impeccable, des boucles d'oreilles en diamant captant la lumière à chaque mouvement de sa tête. Son mari Thomas se tenait légèrement derrière elle, son expression soigneusement neutre. « Hélène,
Je te cherchais, a dit Nathalie d'une voix basse. J'ai besoin de te parler avant qu'on s'assoie. Elle m'a guidée vers un coin tranquille près de l'entrée de service, loin de la foule principale. Une fois relativement en privé, elle a laissé tomber toute prétention d'affection fraternelle. « À quoi pensais-tu en portant ça ?» a-t-elle sifflé, désignant ma robe. « Tu sais que cette fête est importante pour maman. »« Il y aura des photos, bon sang. » Je pensais porter quelque chose d'approprié pour un événement formel en juillet, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. Quelque chose qui me permet d'être à l'aise dans une pièce pleine de monde. À l'aise? Elle a eu un petit rire sans humour. Et le confort de tous les autres? Tu penses que les gens veulent fixer ta condition pendant qu'ils essaient de profiter de leur dîner. Le mot « condition » a atterri comme une gifle. 10 ans de chirurgie, de rééducation physique et de rétablissement psychologique réduits à un euphémisme clinique. « Ma condition », ai-je répété lentement. « Tu veux dire les blessures que j'ai subies en sauvant la vie de 3 personnes ?» Nathalie a levé les yeux au ciel, le geste si dédaigneux qu'il m'a momentanément laissé sans voix. « Nous savons tous que tu as été très courageuse ou quoi que ce soit, » a-t-elle dit, agitant la main comme pour chasser un insecte irritant. « Mais c'était il y a des années, Hélène. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde entier s'accommode de ton refus de prendre des mesures raisonnables pour avoir l'air présentable. » Présentable? Le mot avait un goût amer. « Et qu'est-ce que c'est qui me rendrait suffisamment présentable pour ton confort, Nathalie? » Elle a fouillé dans sa pochette et en a sorti un petit paquet emballé. J'avais anticipé que cela pourrait arriver. « Je t'ai apporté un châle qui complète ta robe. La couverture est assez bonne. » J'ai fixé le paquet offert, ressentant un étrange détachement, comme si j'observais la scène depuis l'extérieur de mon corps. Ma sœur offrant un pansement pour une plaie qu'elle ne pouvait supporter de reconnaître. « Je ne me couvrirai pas, » ai-je dit doucement. « Pas ce soir, plus jamais. » Son expression s'est durcie, le masque de la grâce sociale glissant pour révéler la colère en dessous. « Ce n'est pas juste à propos de toi, c'est l'anniversaire de maman. Les gens prennent des photos de famille. Tu gâches tout en faisant de ça une sorte de déclaration. Ce n'est pas une déclaration, c'est mon corps, ma réalité. » C'est là qu'elle l'a dit, les mots qui allaient finalement tout changer. « Couvre-les, tu gâches les photos. Personne ne veut voir ces cicatrices hideuses, Hélène. Tu mets tout le monde mal à l'aise. » J'ai senti le sang quitter mon visage alors que les têtes se tournaient dans notre direction. Nathalie n'avait pas pris la peine de baisser la voix pour cette déclaration finale. Les invités à proximité ont rapidement détourné le regard, embarrassés d'avoir été témoins d'un moment aussi cru de discorde familiale. Mon père est apparu à nos côtés, son instinct d'avocat pour limiter les dégâts pleinement engagé. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, bien que son expression indiqua clairement que rien n'allait bien. « Hélène refuse de porter une couverture appropriée », l'a informé Nathalie comme si elle signalait une violation du code vestimentaire. « Je lui ai même apporté un châle. » À ma grande stupeur, mais sans surprise, mon père s'est immédiatement rangé du côté de Nathalie. « Hélène, sois raisonnable. C'est une occasion spéciale pour ta mère. Peut-être pourrais-tu faire un petit effort pour une soirée. » J'ai regardé de mon père à ma sœur. Ces gens qui partageaient mon sang mais semblaient incapables d'accepter la personne que j'étais devenue. La famille qui m'avait élevée en croyant que l'apparence était tout, était maintenant confrontée à une fille dont l'apparence racontait une histoire qu'ils trouvaient trop inconfortable à reconnaître. « J'ai survécu, » ai-je dit simplement. « Cela devrait suffire pour que vous soyez fiers de moi. » L'expression de mon père s'est assombrie. Personne ne dit que nous ne sommes pas fiers. Nous demandons simplement un peu de considération pour les autres invités. L'implication était claire. Mes cicatrices étaient une imposition pour les autres. Un faux pas social que je refusais obstinément de corriger. Le rejet a coupé plus profondément que n'importe quelle chirurgie que j'avais endurée. Autour de nous, une petite bulle de silence inconfortable s'était formée, d'autres invités faisant semblant de ne pas remarquer le drame familial qui se déroulait avant le dîner. J'envisageais de simplement partir, épargnant à tout le monde l'inconfort continu de ma présence, quand j'ai remarqué un homme âgé observant notre échange avec une intensité inhabituelle depuis l'autre côté de la pièce. Contrairement aux autres invités, qui faisaient poliment semblant de ne pas remarquer, son regard était direct et inébranlable. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez lui, bien que je ne puisse pas immédiatement situer où j'avais pu le voir auparavant.
L'homme qui avait observé notre confrontation a traversé la pièce délibérément vers nous. Il se déplaçait avec l'allure indubitable du commandement militaire, sa posture droite malgré son âge, que j'estimais au milieu de la soixantaine. En s'approchant, j'ai remarqué le petit insigne sur son revers, un indicateur subtil de haut rang que la plupart des civils négligeraient, mais qui a immédiatement commandé mon attention. Mon père a remarqué son approche et son attitude a changé instantanément. Le charme professionnel remplaçant la déception parentale. « Général François », a-t-il dit en tendant chaleureusement la main, « je suis si heureux que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. J'étais sur le point de vous chercher pour faire les présentations. » Général Jacques François. Le nom s'est connecté immédiatement dans mon esprit. Je ne l'avais jamais rencontré personnellement, mais sa réputation au sein des cercles militaires était légendaire. Avant sa retraite, il y a 5 ans, il avait supervisé les opérations spéciales sur 3 continents, y compris la région où mon unité avait été déployée. Richard, le général a salué mon père d'une brève poignée de main avant de tourner toute son attention vers moi. « Et vous devez être Hélène. » La façon dont il a dit mon nom portait un poids de reconnaissance qui m'a prise au dépourvu. Pas la politesse feinte d'un ami de la famille rencontrant une parente éloignée, mais une véritable reconnaissance. « Oui, mon général », ai-je répondu automatiquement, la déférence militaire revenant sans pensée consciente. Ses yeux ont tenu les miens un instant avant de se déplacer délibérément vers mon bras droit, où le tatouage fané de l'unité était visible parmi le tissu cicatriciel. Le phénix stylisé, autrefois vibrant de rouge et d'or, était maintenant un contour fantomatique, partiellement obscurci par la peau ridée qui avait cicatrisé par-dessus. Son expression a changé subtilement en l'étudiant. Un éclair de ce qui aurait pu être de la surprise, suivi de quelque chose de plus profond. « 3e division de sauvetage spéciale, unité Phoenix », a-t-il dit doucement. « Vous avez servi sous le lieutenant Isabelle Mercier. » L'affirmation si précisément exacte m'a momentanément coupé le souffle. « Oui, mon général, » ai-je réussi à dire, « il y a 8 ans. » Mon père a regardé entre nous. La confusion était évidente. « Vous vous connaissez? »« Pas personnellement, » a répondu le général, ses yeux toujours sur mon tatouage, « mais je connais certainement les états de service du sergent Hélène. » L'utilisation de mon ancien grade m'a envoyé une secousse. Dans cette pièce, pleine de gens qui ne me connaissaient que comme la fille abîmée de Richard et Marguerite, quelqu'un venait de reconnaître l'identité que j'avais gagnée par le service et le sacrifice. « Peut-être accorderiez-vous à un vieux soldat quelques minutes de conversation, » a dit le général François. Pas vraiment une question malgré sa formulation. J'ai rarement l'occasion de parler avec des membres de l'unité Phoenix. Avant que mon père ou ma sœur ne puissent objecter, j'ai hoché la tête. « Ce serait un honneur, mon général. » Le général a fait un geste vers les portes de la terrasse. Un peu d'air frais. Peut-être. Nous sommes sortis dans la soirée d'été, les sons de la fête immédiatement étouffés par les lourdes portes en verre se fermant derrière nous. La terrasse du cercle privé surplombait des jardins méticuleusement aménagés. Des guirlandes lumineuses créant des bassins d'éclairage doux le long des allées en pierre. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai attendu, des années d'entraînement militaire m'ayant appris que lorsqu'un officier supérieur veut parler, on le laisse donner le rythme. Je m'excuse d'avoir interrompu ce qui semblait être une affaire de famille, a-t-il finalement dit, bien que son ton suggère qu'il n'était pas particulièrement désolé. Mais quand j'ai reconnu le tatouage de votre unité, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de parler avec vous. Comment l'avez-vous reconnu, mon général? L'unité Phoenix était classifiée. Un petit sourire a traversé son visage buriné. À mon niveau d'accréditation, très peu de choses restaient classifiées, sergent. J'ai approuvé la formation de l'unité Phoenix. J'ai lu chaque rapport après action, y compris celui de l'extraction du complexe de Casbani. Le nom de cette mission fatidique prononcée à haute voix m'a fait frissonner. Au cours de toutes les années écoulées, j'avais rarement entendu quelqu'un y faire référence spécifiquement. Alors, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Il a hoché la tête, son expression solennelle. Je sais que 3 travailleurs humanitaires en sont sortis vivants grâce à vos actions. Je sais que 4 membres de l'unité Phoenix, y compris le lieutenant Mercier, ont survécu à une situation qui, selon toutes les évaluations tactiques, aurait dû être insurvivable. Et je connais le prix que vous avez personnellement payé pour ce résultat.
Sa reconnaissance brutale de mon sacrifice était surprenante après des années où les membres de ma famille tournaient autour du pot ou faisaient semblant que cela n'existait pas. Ce que votre dossier ne transmet pas adéquatement, a-t-il continué, c'est le niveau extraordinaire de courage que de telles actions exigeaient. Les statistiques et les rapports médicaux ne peuvent pas capturer ce que signifie se mettre entre son équipe et une explosion dont on sait qu'elle va probablement nous tuer. J'ai dégluti difficilement contre le serrement soudain dans ma gorge. Je ne faisais que mon travail, mon général. C'est ce que disent tous les grands, a-t-il répondu avec un regard entendu. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas entièrement vrai. Les décisions prises en une fraction de seconde au combat révèlent le caractère, Sergeant. Tout le monde ne choisit pas de courir vers le danger quand il pourrait légitimement se sauver. Il s'est tourné légèrement, désignant une fine cicatrice qui courait de sa tempe à la racine de ses cheveux. Kandahar, 1949. À une échelle beaucoup plus petite que votre expérience, mais suffisante pour m'apprendre quelque chose de vital. Les cicatrices racontent des histoires que les mots ne peuvent souvent pas dire. Le général s'est tu un moment, regardant les jardins assombris. J'ai rencontré votre père par des voies juridiques il y a plusieurs années. Il a géré certaines affaires immobilières pour moi après ma retraite. Quand il a mentionné que sa fille avait servi, je n'avais aucune idée que vous étiez ce sergent-là. Votre famille ne semble pas mentionner votre service souvent. L'euphémisme diplomatique m'a presque fait rire. Il préfère ne pas en discuter, mon général, ni de ses rappels visibles. Il a hoché la tête pensivement. J'ai connu beaucoup de familles qui luttent avec les changements qu'elles voient chez leurs proches après le service. Les cicatrices physiques sont simplement la manifestation la plus visible d'expériences qu'ils ne peuvent pas comprendre. Avec tout le respect que je vous dois, mon général, je pense que dans le cas de ma famille, c'est plus simple que ça. Mes cicatrices mettent les gens mal à l'aise. Elles contredisent l'image que mes parents et ma sœur veulent projeter. Et quelle est cette image? Perfection, succès, acceptabilité sociale. Le général François a émis un son qui aurait pu être un reniflement réprimé. De curieuses définitions du succès et de la perfection qu'ils doivent avoir pour exclure le genre de courage dont vous avez fait preuve. Sa défense de mes choix, si inattendue dans ce cadre, a desserré quelque chose qui était étroitement enroulé en moi depuis des années. Pendant une décennie, j'avais porté non seulement le fardeau physique de mes blessures, mais le poids de la honte de ma famille à leur sujet. « Vos parents savent-ils ce que vous avez fait ce jour-là » a-t-il demandé. Pas la version aseptisée, mais tous les détails classifiés. J'ai secoué la tête. La mission était classifiée. Ils savent peut-être que j'ai été blessé en sauvant des coéquipiers, mais pas les détails. Et honnêtement, ils n'ont jamais demandé. L'expression du général s'est légèrement durcie. Alors peut-être qu'il est temps qu'ils apprennent exactement quel genre de fil ils ont. Le général François et moi sommes retournés dans la salle de bal juste au moment où le dîner était servi. La paix momentanée que j'avais trouvée lors de notre conversation sur la terrasse s'est évaporée lorsque j'ai vu ma sœur observer notre retour avec des yeux plissés. Elle avait réorganisé les marque-places, ai-je remarqué, me plaçant à une table largement remplie de parents éloignés plutôt qu'à la table familiale où j'avais été initialement assignée. Le général a noté cette manœuvre avec un sourcil levé, mais n'a rien dit directement à ce sujet. Au lieu de cela, il s'est adressé à mon père, qui dirigeait les invités vers leur table. « Richard, je me demande si je pourrais vous imposer un petit changement au programme de la soirée, » a-t-il dit. Marguerite a mentionné plus tôt qu'il y aurait des toasts avant le dessert. Je serais honorée de dire quelques mots si cela est acceptable. Mon père, visiblement ravi à la perspective d'avoir un invité aussi distingué parler à la fête de sa femme, a accepté volontiers. « Bien sûr, Jacques. Nous serions ravis. J'avais prévu de commencer les toasts vers 20h30. » « Parfait. » Le général s'est tourné vers moi. « Sergent, j'espère que vous pardonnerez à un vieil homme de mentionner vos états de service. Certaines histoires méritent d'être racontées. » Avant que je puisse répondre, il s'était éloigné pour rejoindre d'autres invités à la table d'honneur. Je me suis dirigée vers mon siège assigné, parfaitement consciente des regards curieux qui me suivaient. L'utilisation de mon grade militaire par le général n'était pas passée inaperçue, et je pouvais presque sentir les questions se former dans l'esprit de ceux qui m'entouraient. Le dîner a progressé avec l'efficacité rodée du personnel de traiteur haut de gamme.
J'ai picoré ma nourriture, l'appétit diminué par la tension persistante de ma confrontation avec Nathalie et la rencontre inattendue avec le général François. Mes voisins de table faisaient une conversation polie qui évitait soigneusement toute référence à mon apparence ou au drame précédent, s'en tenant à des sujets sûrs comme la météo et les événements locaux récents. À 20h30 précise, mon père s'est levé et a tapoté son couteau contre son verre à eau en cristal, demandant l'attention. La salle s'est calmée alors qu'il prononçait un discours rodé sur ma mère, leurs 40 ans de mariage et la joie qu'elle avait apportée à leur famille. C'était poli, approprié et entièrement conforme à l'image soigneusement entretenue qu'ils avaient toujours projetée. Plusieurs autres invités ont suivi avec de brefs toasts affectueux. Ma mère rayonnait de plaisir à chacun, l'image parfaite de l'acceptation gracieuse. J'ai remarqué qu'elle n'a pas regardé dans ma direction une seule fois pendant ces procédures, comme si elle avait peur que ce qu'elle verrait perturbe sa jouissance du moment. Puis le général François s'est levé de son siège. La salle s'est tue avec une qualité d'attention différente, la réponse naturelle à un homme habitué au commandement. « Marguerite, Richard, invité d'honneur, a-t-il commencé, sa voix portant sans effort. Je me considère chanceux d'avoir été inclus dans cette célébration ce soir. Les occasions qui réunissent la famille sont précieuses en effet, surtout lorsqu'elles nous permettent de reconnaître les qualités qui comptent vraiment dans la vie. Courage, sacrifice et amour. Son regard a balayé la salle, commandant l'attention. J'ai eu le privilège tout au long de ma carrière militaire de servir aux côtés d'individus extraordinaires, des gens qui ont démontré les plus hautes qualités humaines dans les circonstances les plus difficiles imaginables. Il est rare, cependant, de rencontrer le niveau d'héroïsme qui a été affiché par un soldat particulier dont j'ai connu les actions au cours de mes dernières années de service. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que je réalisais la direction que prenait son discours. À travers la pièce, j'ai vu l'expression de mon père passer de satisfaite à incertaine. Beaucoup d'entre vous connaissent Hélène comme la fille de Richard et Marguerite, a continué le général. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant d'être instructrice de survie en plein air, le sergent Hélène a servi dans l'une des unités de sauvetage les plus élitistes de notre armée, une équipe classifiée connue sous le nom d'unité Phoenix. Un murmure a parcouru la salle alors que les têtes se tournaient dans ma direction. Le général a continué, sa voix prenant la cadence précise d'un briefing de mission. Il y a 8 ans, l'unité du sergent Hélène a été chargée d'extraire 3 travailleurs humanitaires civils retenus dans un environnement hostile. Les renseignements se sont avérés fatalement erronés. Le bâtiment avait été converti pour stocker des munitions et du carburant. Lors de l'extraction, l'équipe a essuyé des tirs et des charges à l'intérieur du bâtiment ont été déclenchées. La salle était devenue complètement silencieuse maintenant. Chaque œil, soit sur le général, soit sur moi. La position du sergent Hélène lui aurait permis de sortir du bâtiment en toute sécurité. Au lieu de cela, elle a couru vers la zone de déflagration pour avertir son équipe. Quand elle a réalisé que l'évacuation était impossible dans le temps imparti, elle a physiquement déplacé 3 individus en sécurité et en a protégé 2 autres avec son propre corps alors que les explosions secondaires consumaient le bâtiment. J'ai entendu la forte inspiration de ma mère à travers la pièce. L'expression parfaitement composée de Nathalie s'était fissurée, la confusion et l'incrédulité étant évidentes. Les blessures que le sergent Hélène a subies couvraient 45% de son corps. Elle a enduré 17 chirurgies et des mois de rééducation atroces. 3 travailleurs humanitaires sont rentrés dans leur famille grâce à ces actions. 4 compagnons d'armes, dont son officier commandant, le lieutenant Isabelle Mercier, ont survécu parce que le sergent Hélène a valorisé leur vie au-dessus de sa propre sécurité. Le général a fait une pause, laissant ces mots s'imprégner avant de continuer. La mission était restée classifiée pour des raisons de sécurité, ce qui signifiait que le sergent Hélène ne pouvait pas parler ouvertement des circonstances complètes de ses blessures. Le tatouage de l'unité visible sur son bras, partiellement obscurci par ses cicatrices, l'identifie comme membre de l'unité Phoenix. C'est une marque de courage et de sacrifice exceptionnelle, reconnue par ceux d'entre nous privilégiés de connaître sa signification. Il a levé son verre. Alors ce soir, pendant que nous célébrons l'anniversaire de Marguerite, je voudrais aussi reconnaître autre chose. Le courage extraordinaire de sa fille,
dont les cicatrices ne représentent pas une défiguration, mais la plus haute expression de ce que signifie vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Le silence qui a suivi était absolu. Chaque personne dans la salle semblait figée, traitant la révélation sur fond de ce dont ils avaient été témoins plus tôt. La main de ma mère couvrait sa bouche, ses yeux écarquillés par le choc. Mon père se tenait complètement immobile, son expression illisible. Nathalie me fixait comme si elle me voyait pour la première fois. Puis, de l'autre côté de la salle, quelqu'un a commencé à applaudir. D'autres se sont joints, le son enflant, jusqu'à remplir l'espace. Je suis restée assise immobile, submergée par le passage soudain d'objets de malaise à centre d'admiration. Le général a croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un léger signe de tête. Le geste transmettait à la fois du respect et une question silencieuse. Que vas-tu faire de ce moment? Les applaudissements se sont finalement calmés, laissant un silence expectant. Chaque œil dans la salle s'est tourné vers moi, attendant ma réponse à la révélation inattendue du général. Pendant un moment, j'ai envisagé de simplement accuser réception du toast d'un signe de tête et de permettre à la soirée de poursuivre son cours prévu. Cela aurait été la voie la plus facile, évitant toute perturbation supplémentaire de la célébration de ma mère. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Après des années à me cacher et à m'accommoder du malaise de ma famille, je me suis trouvée réticente à me retirer dans le silence. Je me suis levée de mon siège, mes mouvements délibérés. « Merci, Général François. » J'ai commencé, ma voix plus stable que je ne l'espérais. J'apprécie vos paroles aimables, bien que je doive préciser que chaque membre de l'unité Phénix aurait fait la même chose à ma place. Nous avons été formés pour ne laisser personne derrière. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Pour ceux d'entre vous qui se sont posé la question mais se sont sentis mal à l'aise de demander, oui, ces cicatrices proviennent du feu et des éclats d'obus lors de cette mission. Elles couvrent une grande partie de mon corps, pas seulement les parties que vous pouvez voir, elles me causaient une douleur physique. Maintenant, elles racontent simplement une histoire. Mon regard a trouvé le visage de ma sœur à travers la pièce. Une histoire que je n'ai jamais eu le droit de raconter dans ma propre famille. Une histoire qui a été traitée comme honteuse plutôt que honorée. L'expression de Nathalie passait rapidement par le choc, l'embarras et les débuts de la colère. Mon père a fait un demi-pas en avant comme pour interrompre, mais le général a placé une main restrictive sur son bras. Il y a 10 ans, j'ai pris une décision en une fraction de seconde qui a changé mon apparence pour toujours et mis fin à ma carrière militaire. Je n'ai jamais regretté cette décision parce que 3 travailleurs humanitaires sont rentrés chez eux auprès de leur famille et 4 de mes coéquipiers ont survécu. Ce que j'ai regretté, c'est la façon dont mes blessures ont été reçues par les personnes qui auraient dû être les plus fières de moi. Le maquillage soigneusement appliqué de ma mère ne pouvait cacher la rougeur qui se répandait sur son visage. La mâchoire de mon père s'est serrée de la manière dont elle le faisait toujours lorsque les affaires familiales menaçaient de devenir publiquement désordonnées. Plus tôt ce soir, avant que beaucoup d'entre vous n'arrivent, ma sœur m'a dit que je devrais couvrir mes cicatrices parce qu'elles sont, pour reprendre ses mots exacts, hideuses et mettent tout le monde mal à l'aise. Elle a dit que je gâchais les photos. Mon père a suggéré que je porte une veste malgré la chaleur de l'été pour épargner aux autres l'inconfort de voir mes blessures. Des murmures ont parcouru la foule. La politesse sociale luttait avec la réalité inévitable qui avait été mise à nu. Je veux être très claire sur quelque chose. J'ai continué, ma voix gagnant en force. Ces cicatrices ne sont pas une tragédie. Elles ne sont pas quelque chose que je devrais cacher pour rendre les autres plus à l'aise. Elles représentent des choix que je ferai à nouveau sans hésitation. Elles font partie de qui je suis et je n'en ai pas honte. Je suis sortie de derrière ma table, entrant au centre de la pièce où tout le monde pouvait me voir clairement. Pendant 10 ans, j'ai essayé de m'accommoder du malaise de ma famille. J'ai porté des manches longues dans la chaleur de l'été. J'ai décliné des invitations à des événements pour leur épargner l'embarras. Je leur ai permis de me présenter sans mentionner mon service militaire comme si ce chapitre de ma vie n'avait jamais existé. Mon regard a balayé les visages qui me regardaient intensément. J'ai fait ces choses parce que j'aimais ma famille et voulais leur épargner l'inconfort.
Mais j'en suis venue à réaliser qu'en cachant des parties de moi-même pour mettre les autres à l'aise, je participais à l'idée que ces cicatrices devraient être cachées, qu'elles représentent quelque chose de honteux plutôt que honorable. Je me suis tournée pour faire face à ma sœur directement. « Nathalie, tu m'as demandé de me couvrir ce soir parce que tu pensais que je gâchais les photos. La vérité est que ces cicatrices racontent une histoire bien plus importante que n'importe quelle photographie pourrait capturer. Elles racontent une histoire sur ce qui compte quand tout le reste brûle autour de vous. Elles racontent une histoire sur les choix que nous faisons quand il n'y a pas le temps de penser, seulement d'agir depuis le cœur de qui nous sommes. Son calme parfait s'est fissuré davantage, des larmes menaçant de couler de ses yeux. Que ce soit de honte ou de colère, je ne pouvais pas le dire. Je n'ai pas besoin que tu trouves mes cicatrices belles. J'ai continué en adoucissant légèrement mon ton. Mais j'ai besoin que tu arrêtes, en tant que sœur, de me demander de prétendre qu'elles n'existent pas. Elles font partie de moi maintenant tout autant que les parties de moi qui restent non marquées. Je me suis tournée pour m'adresser à mes parents. « Maman, papa, je sais que mes blessures ont changé la fille que vous pensiez avoir. Je comprends que c'était difficile pour vous, mais pendant 10 ans, vous avez traité mes cicatrices comme un embarras plutôt que comme une preuve de courage. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois ce qui s'est passé ce jour-là, ce que j'ai vécu ou comment cela m'a changé. La main de ma mère a tremblé alors qu'elle attrapait son verre d'eau. L'expression de mon père était passée d'un contrôle strict à quelque chose de plus complexe, un mélange de défensive et de réalisation naissante. Je n'ai pas besoin de discours ou de reconnaissance spéciale, ai-je dit. Ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai toujours eu besoin, c'est que ma famille me voie entièrement, cicatrice et tout, et aime la personne entière que je suis devenue, pas seulement les parties qui sont faciles à regarder. La salle est restée silencieuse, le poids de la vérité s'installant sur l'élégante célébration d'anniversaire comme une tempête inattendue. Puis ma mère s'est levée de son siège, ses mouvements incertains mais déterminés. Elle a traversé l'espace entre nous à petits pas prudents. « Hélène », a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne savais pas pour la mission, pour ce que tu as fait. » Elle a tendu la main avec hésitation, ses doigts s'arrêtant juste avant de toucher le côté cicatrisé de mon visage. J'étais tellement concentrée sur ce que tu avais perdu. Je n'ai jamais considéré ce que les autres avaient gagné grâce à ton sacrifice. Le regret sincère dans sa voix a touché quelque chose de profond en moi, un endroit qui attendait une reconnaissance depuis très longtemps. Nous n'avons jamais demandé. Mon père a admis en nous rejoignant, parce que nous pensions que ce serait douloureux pour toi d'en discuter. Mais c'était notre erreur, n'est-ce pas? Nous nous protégions nous-mêmes, pas toi. Nathalie s'est approchée plus lentement. Un conflit visible jouait sur ses traits. Quand elle a finalement parlé, sa voix manquait de son poli habituel. « J'ai toujours pensé que tu pourrais arranger ça si tu le voulais vraiment, a-t-elle dit. Plus de chirurgie, de meilleurs cosmétiques, les bons vêtements. Je pensais que tu étais têtue en n'essayant pas plus fort d'avoir l'air normal. » Elle a dégluti difficilement. Je n'ai jamais pensé à ce que ces cicatrices signifient réellement, à ce que tu as fait pour les gagner. Elles signifient que ta sœur est une héroïne, a dit Thomas doucement, venant se tenir à côté de sa femme. C'était peut-être la première chose vraiment sincère que je l'ai jamais entendu dire. Et nous l'avons traité comme quelque chose à cacher. Un par un, d'autres invités se sont approchés, beaucoup se présentant comme s'ils me rencontraient pour la première fois. Peut-être que d'une certaine manière, c'était le cas. Une enseignante à la retraite de l'époque universitaire de ma mère a serré ma main cicatrisée entre les siennes. Ma nièce était travailleuse humanitaire dans cette région. Elle a dit qu'elle était rentrée saine et sauve grâce à des gens comme vous. Un couple âgé qui avait initialement évité le contact visuel me cherchait maintenant spécifiquement. « Notre petit-fils sert », a dit l'homme simplement. Cela signifie tout de savoir qu'il y a des gens comme vous qui veillent sur lui. Alors que la foule autour de moi grandissait, j'ai croisé le regard du général François à travers la pièce. Il a offert un petit salut militaire, le geste transmettant plus de respect que n'importe quel mot aurait pu exprimer. Pour la première fois depuis des années, je me tenais entièrement visible parmi ma famille et leur cercle social, non plus réduite à ou définie par mes cicatrices, mais reconnue pour les choix et les actions qui les avaient créées. Ce n'était pas une résolution parfaite.
Des décennies de réactions enracinées ne disparaîtraient pas en une seule soirée. Mais c'était un début, une fissure dans le mur de silence et de honte qui m'avait séparée de ma famille depuis trop longtemps. 3 mois après la fête d'anniversaire de ma mère, je suis retournée chez mes parents pour la Toussaint. Les mois intermédiaires avaient apporté des changements. Je n'aurais pas pu anticiper cette nuit d'été où le général François avait révélé la vérité sur mon service. Ma mère appelait chaque semaine depuis la fête, nos conversations devenant progressivement moins maladroites et plus authentiques. Elle avait posé des questions sur mon service militaire avec hésitation au début, puis avec un intérêt croissant à mesure qu'elle réalisait que ces histoires faisaient peut-être partie de la compréhension de qui j'étais devenue. Pour la première fois, elle a entendu parler de Sarah, du lieutenant Mercier et de la fraternité de l'unité Phoenix, qui m'avait soutenue à travers les jours les plus sombres de la guérison. Mon père, fidèle à sa nature méthodique, avait abordé notre relation en guérison avec des étapes pratiques. Il avait fait encadrer correctement mes dossiers de service militaire. Et ils étaient maintenant accrochés bien en vue dans son bureau à domicile, aux côtés de ses diplômes de droit et de ses distinctions professionnelles. Lorsque ses collègues posaient des questions sur l'affichage, il parlait de mon service avec une fierté indéniable. La plus surprenante fut la transformation de Nathalie. Notre relation avait été la plus endommagée, sa fixation sur l'apparence, créant le fossé le plus profond entre nous. 2 semaines après la fête, elle était apparue à l'improviste à ma cabane près du centre de plein air. « J'ai besoin de comprendre », avait-elle dit, se tenant simplement sur mon porche sans rien de son poli habituel. « J'ai besoin de comprendre qui tu es vraiment. » Nous avions passé ce week-end à parler plus honnêtement que nous ne l'avions fait en une décennie. Elle a partagé ses insécurités, sa croyance que la valeur venait de la validation externe. J'ai décrit la fraternité du service, la clarté qui vient du fait de faire face à la mortalité et la paix que j'avais fini par trouver en acceptant mon corps changé. Le dimanche soir, quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Pas une compréhension complète, mais le début d'un respect mutuel qui avait été absent depuis trop longtemps. Pour la Toussaint, Nathalie avait insisté pour recevoir chez elle plutôt que chez nos parents. De nouvelles traditions, avait-elle expliqué, pour notre nouveau départ. Son mari Thomas avait soutenu cela de tout cœur, révélant des profondeurs en lui que je n'avais pas reconnues auparavant. La veille du jour férié, j'ai reçu un appel inattendu de Sarah. « Tu te souviens de ce programme de soutien aux vétérans dont on parlait il y a des années ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Celui pour les vétérans blessés qui luttent avec la réinsertion ?» « Bien sûr, ai-je répondu. C'était un rêve dont nous avions discuté pendant ma guérison. Quelque chose pour donner un sens à nos expériences. Eh bien, le général François m'a contacté. Apparemment, il a repensé à notre conversation à la fête de ta mère. Il a des contacts avec de grands donateurs qui veulent te financer un programme pilote. Il demande spécifiquement que tu sois impliqué dans le développement. La synchronicité était frappante. Juste au moment où ma vie personnelle guérissait, une opportunité apparaissait d'étendre cette guérison à d'autres qui portaient n'importe des cicatrices visibles et invisibles du service. Ce dîner de famille est devenu la fondation d'un nouveau chapitre. Assis autour de la table de salle à manger de Nathalie se trouvaient mes parents, Thomas, Nathalie et 2 ajouts inattendus, Sarah et le lieutenant Isabelle Mercier, qui avaient toutes 2 voyagé à mon invitation pour discuter du programme pour vétérans avec ma famille. La conversation a coulé naturellement des souvenirs au projet futur. Pour la première fois, ma famille a entendu des récits de première main des personnes dont les vies avaient croisé la mienne durant ces années militaires formatrices. Le lieutenant Mercier a décrit les exercices d'entraînement où je m'étais distinguée bien avant la mission fatidique. Sarah a partagé des histoires drôles sur nos aventures en permission qui humanisaient la version souvent aseptisée du service militaire que les civils imaginent. Je me suis toujours demandé pourquoi Hélène ne parlait jamais de son temps de service, a commenté ma mère au dessert. Je supposais que c'était trop douloureux à se rappeler. Isabelle Mercier a secoué la tête. Une partie était douloureuse, certainement, mais une grande partie a été la période la plus pleine de sens de nos vies. Le silence vient souvent parce que les civils ne savent pas comment entendre ces histoires, pas parce que les vétérans ne veulent pas les raconter. Nous ne savions pas écouter, a reconnu mon père. Nous étions tellement concentrés sur ce qu'Hélène avait perdu que nous n'avons jamais considéré ce qu'elle avait gagné ou ce qu'elle avait donné aux autres,
a ajouté Sarah doucement, sa main touchant inconsciemment son flanc où ses propres cicatrices moins visibles restaient. 6 mois après ce dîner, le programme pilote pour les vétérans blessés est devenu réalité. Utilisant le centre de plein air comme base, nous avons créé un programme d'immersion de 2 semaines, combinant compétences de survie, conseils par les pairs et stratégies de réinsertion. Le général François a assisté à la cérémonie d'ouverture, faisant maintenant officiellement partie du conseil consultatif. « Quand j'ai parlé à la fête de ta mère, m'a-t-il dit en privé, je n'avais aucune idée que cela mènerait à ça, mais j'aurais dû m'en douter. L'unité Phénix a toujours eu le don de renaître de ses cendres. » Le premier groupe de participants comprenait 12 vétérans avec diverses blessures physiques et psychologiques. Lors de leur 3e jour, pendant un exercice d'allumage de feu, un jeune soldat avec d'importantes cicatrices faciales m'a approché. « Comment faites-vous » a-t-il demandé, la voix basse pour éviter d'être entendu. « Comment faites-vous pour vous promener avec ces cicatrices et ne pas avoir l'impression que tout le monde vous fixe tout le temps ?» J'ai considéré sa question avec soin, consciente que ma réponse comptait plus qu'une conversation décontractée. J'ai décidé que si les gens allaient fixer de toute façon, je leur donnerais quelque chose qui vaut la peine d'être vu, lui ai-je dit. Ces cicatrices racontent une histoire sur des choix que j'ai faits et que je referai. Une fois que j'ai vraiment cru ça, il est devenu plus facile de supporter les regards. Ma famille veut que je fasse plus de chirurgie, a-t-il avoué. Il continue de m'envoyer des articles sur de nouvelles techniques. J'ai hoché la tête en comprenant complètement. Les miens aussi pendant des années. Il pensait que réparer mon apparence réparerait tout. Mais la véritable guérison s'est produite quand j'ai arrêté de voir ces cicatrices comme quelque chose qui avait besoin d'être réparé. Le programme s'est étendu l'année suivante, ajoutant des lieux et des parcours spécialisés pour différents types de blessures. Nathalie, dans un mouvement qui me surprend encore parfois, s'est portée volontaire pour aider à développer un module sur la reconstruction de l'identité après des changements physiques. Son expérience dans l'industrie de la beauté, autrefois source de notre plus grand conflit, a fourni un aperçu unique sur les aspects psychologiques de l'apparence changée. J'ai passé ma vie à penser que la beauté était une question de perfection, a-t-elle expliqué en proposant le module. J'avais tort. La vraie beauté inclut toute l'histoire, cicatrices et tout. Mes parents sont devenus des défenseurs inattendus, parlant à d'autres familles du soutien aux vétérans blessés. Ma mère, avec son talent pour l'organisation sociale, a coordonné des événements de collecte de fonds qui ont rassemblé les communautés civiles et militaires. Mon père a offert des services juridiques pro bono aux vétérans naviguant dans le système complexe des prestations, à l'anniversaire de la mission du complexe de Casbani. Je me suis trouvée debout près du mur mémorial au nouveau centre pour vétérans, traçant les noms de ceux que nous avions perdus au fil des ans. Isabelle Mercier m'a rejointe. Sa présence était un réconfort. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» a-t-elle demandé. « Comment un seul moment peut contenir à la fois une perte terrible et une grâce incroyable. Une explosion a marqué ton corps pour toujours et a sauvé 4 vies. Les 2 réalités existent simultanément. Je souhaitais pouvoir effacer les cicatrices tout en gardant les vies sauvées. Ai-je admis, comme si les 2 pouvaient être séparés. Mais ils ne peuvent pas l'être, a-t-elle dit simplement, tout comme tu ne peux pas séparer la personne que tu étais avant de la personne que tu es devenue après. La vérité de son observation a résonné profondément. Pendant des années, j'avais compartimenté ma vie en avant et après le feu, militaire et civil, cicatrisée et entière. La guérison n'est pas venue de l'effacement de ces divisions, mais de leur intégration dans un récit complet, celui qui honorait toutes les parties de mon voyage. Plus tard ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir de ma cabane, voyant vraiment mon reflet. Les cicatrices n'avaient peut-être pas changé, mais ma relation avec elles s'était complètement transformée. Elles n'étaient ni des insignes d'honneur, ni des marques de honte, simplement une partie de la topographie d'une vie pleinement vécue. La preuve d'un moment où, face à des choix impossibles, j'avais agi depuis le cœur de qui j'étais. C'est la vérité sur les cicatrices. Qu'elles soient visibles sur la peau ou cachées dans le cœur et l'esprit. Elles ne sont pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Elles marquent non seulement ce qui a été perdu, mais ce qui a été trouvé par la suite. Force, but et parfois, si nous sommes chanceux,
des connexions plus profondes avec ceux qui apprennent à voir au-delà des apparences de surface pour voir la personne en dessous. Ma famille avait enfin appris à me voir pleinement. Et en étant vraiment vue, j'ai trouvé la guérison qu'aucune chirurgie n'aurait pu fournir. Avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un a enfin vu le vrai vous sous ce que les autres jugeaient? Comment cela a-t-il changé votre relation avec eux? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour entendre d'autres parcours de transformation. Et rappelez-vous, la guérison la plus puissante vient souvent lorsque nous arrêtons de cacher nos cicatrices et les laissons raconter leur véritable histoire. Merci d'avoir écouté et puissiez-vous trouver le courage d'être pleinement vu dans votre propre vie.